Madame, Monsieur, bonsoir. Économie au menu de cette émission, mais avant, Coupe du Monde. Hier, plutôt dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nos Lions de l'Atlas nous ont offert une qualification épique. Elle a été arrachée au mental et au talent. Et à cette capacité rare de transformer la pression en performance. Non, les grandes victoires ne tombent pas du ciel, elles se construisent. Non, l'impossible n'est pas marocain et c'est d'ailleurs une leçon qui vaut aussi pour notre économie. Et là, si l'on regarde les tableaux Excel, eh bien le Maroc se porte bien. Enfin, parce que les chiffres sont plutôt élégants, avec une moyenne de 4,6% de croissance au premier trimestre 2026 et près de 300 milliards de dirhams de recettes fiscales en 2025. Alors vous me direz, l'économie produit plus et l'État collecte plus. Alors tout va bien. Il faut peut-être temporiser, car cette croissance a un héros inattendu ou très attendu selon votre rapport à la météo. Il s'agit bien évidemment de la pluie, vous l'aurez compris. Oui, en 2026, ce n'est ni l'industrie, ni même les exportations qui ont porté notre économie nationale. C'est l'agriculture, encore. En résumé, notre PIB reste en partie suspendu au nuage. Et pendant que l'État encaisse des recettes fiscales records, le quotidien des foyers, lui, semble parfois freiner. Pouvoir d'achat est de facto sous tension. Et notre précieuse classe moyenne est compressée. Et puis, il y a ces millions de jeunes qui attendent mieux qu'une croissance comptable. Puisqu'après tout, entre croissance et prospérité, il y a parfois plus qu'un écart de pourcentage. Il est plutôt du vécu, du ressenti. J'accueille pour le débat ce soir 3 académiciens avec moi sur le plateau. Le professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed Sek Araba, professeur Hassan Arafi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Mbrouk Alina. Mbrouk Alina, Inch'Allah, on doit maintenir le cap. Inch'Allah, certainement. On fêtera ensemble. On le fêtera certainement avec les millions de Marocains qui ont fêté bien sûr cette victoire, d'abord au Maroc jusqu'aux premières heures de la journée, mais partout dans le monde, le drapeau a été dignement hissé cette nuit. Bonsoir à vous également, Zakaria Ferrano. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V à Rabat. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Et Merci. se joint à nous depuis Casablanca, professeur universitaire, il est analyste socio-économique, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir. Bonsoir la Khadija, bonsoir. Et bien sûr, Mbrouk Alina. Mbrouk Alina ou Dima Maghreb. Alors, oui, Dima Maghreb, et justement, parce que Dima Maghreb, il faut qu'on parle aussi de la durabilité de notre modèle économique. C'est l'objet de cette émission. Pourquoi l'actualité? C'est ce dernier rapport du Haut Commissariat au Plan. Il y a aussi les chiffres de la DGI sur les recettes fiscales. Alors, on va d'abord se référer aux chiffres du HCP. On a une croissance de l'ordre de 4,6% au premier trimestre. Faut-il rappeler aussi qu'il y a une légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière, quelque chose comme 0,4%. Est-ce que la pluie pilote encore cette croissance marocaine, messieurs? Zakaria Ferrano, si vous voulez bien prendre le lead. Bon, je commencerai par dire que l'économie n'est pas tributaire en termes de contribution de l'agriculture, mais en termes de volatilité. Ça veut dire que plus il y a de rebondissements dans la valeur ajoutée agricole, plus ça impacte la croissance économique. Et là, ça se traduit pas uniquement à travers la valeur ajoutée, ça veut dire à travers le PIB, mais ça se traduit également à travers la consommation. Je m'explique par rapport à ça. C'est que si on regarde le rapport du HCP, il est en train de parler d'une croissance de 4,6%, comme vous l'avez indiqué. C'est une croissance positive, mais qui est normalement drainée par la valeur ajoutée agricole. Suite à, on le connaît très très bien, la pluviométrie qui a été enregistrée durant la période de 2025. Et donc, automatiquement, nous avions un rebondissement de cette valeur ajoutée de plus de 18%, et ce qui était très bénéfique pour l'économie marocaine comparativement à l'année précédente, si on prend le même trimestre. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous savons tous que la valeur ajoutée du secteur agricole, et c'est introduit avec ça le secteur de la pêche, ça ne représente que 13%. Ça veut dire que ce n'est pas la majorité du produit intérieur brut. Mais là où le bas blesse, c'est que le choc, lorsqu'il touche le secteur agricole, il a des propagations qui sont très importantes. Et ce qui explique à chaque fois que nous avons un choc, que ce soit positif
ou négatif, il impacte de façon drastique ou de façon très importante la croissance économique au Maroc. Pourquoi? Il y a plusieurs effets qui se conjuguent et moi je pense que l'effet le plus important c'est lié à la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous avez le secteur agricole qui va bien, vous avez la consommation dans le monde rural qui augmente et la proportion marginale à consommer pour les citoyens qui sont dans le monde rural est plus importante que celle dans les citoyens qui sont dans je dirais, dans le monde urbain. Et donc, automatiquement, vous avez toute la dynamique économique qui se sent, je dirais, entre guillemets, qui se sent bonne en matière économique et qui permet de traduire cette croissance économique, je dirais, ou ce rebondissement. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que, oui, on est heureux d'avoir un taux de croissance de 4,6%, mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est que nous sommes toujours dans le même fléau. Ça veut dire, nous sommes toujours assujettis à ce choc de pluviométrie et ce choc agricole. Ça veut dire que notre croissance n'arrive pas à rentrer dans ce qu'on appelle une dynamique de normalisation de la croissance sur le long terme sans avoir les effets d'agriculture ou l'effet de volatilité, parce que c'est très différent. Et permettez-moi de le dire, le Maroc, comme économie, il subit 4 chocs. Nous avons les chocs extérieurs, nous les avons vécus, énergétiques, prix de matières premières, etc. Nous avons les chocs internes, qui, par exemple, ça peut être des chocs liés aux catastrophes naturelles, comme ce qu'on a vu, etc., etc. Nous avons des chocs qui sont liés à la demande étrangère. Parfois, lorsque ça se passe pas bien au niveau de l'Europe, ça impacte un peu le Maroc. Mais qui est le choc le plus important? C'est le choc de l'offre interne, qui est lié à quoi? Qui est lié au secteur agricole. Et lorsque ça ne se passe pas bien au niveau du secteur agricole, ça se répercute automatiquement sur la croissance économique du Maroc. Il y a un autre effet aussi très important pour le dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à un ralentissement du secteur non agricole. Et c'est ça ce qui est le plus dérangeant. Et je pense qu'on va discuter ce phénomène. Certainement, mais à vous entendre, à vous écouter, la croissance reste tributaire du secteur agricole. Entre autres, même si cela ne représente que moins de 20% dans notre... D'ailleurs, ce chiffre que vous avez évoqué, il reste aussi volatile. Ce n'est pas toujours le même ratio de la contribution du secteur agricole dans la constitution du PIB national. Voilà, maintenant... Bon. Et ça dépend encore une fois de l'agriculture. Voilà. Je voudrais juste interpeller, si vous le permettez, professeur Abdelatif Komat, peut-être un commentaire, et aussi pourquoi aujourd'hui, en 2026, notre croissance reste aussi tributaire de l'agriculture. Elle est, je dirais, relativement tributaire sur un plan quantitatif. Parce qu'effectivement, la part de l'agriculture dans le PIB, en fait, il est de 6-7%, hein, lorsqu'on parle plutôt en termes de proportion, lorsqu'on parle de 13-14%. Donc, quantitativement, ce n'est pas très significatif, ce n'est pas très important. Mais en fait, il y a 2 volets. Tout d'abord, il y a la proportion de l'évolution du secteur agricole. Parce que pratiquement, les autres secteurs connaissent des variations de 1 ou de 2 points. On peut, par exemple, pour le secteur non agricole, passer de 3,5 à 4%. Mais par contre, pour l'agriculture, on peut passer de moins 10, moins 15 à plus 18. Et donc, il y a une volatilité très, très importante. Et bien évidemment, en la situant dans la proportion que joue l'agriculture dans le PIB, ça reste quand même assez pesant. D'accord? Donc ça, je dirais, oui, il y a un impact, mais il y a un impact qui est relativement, je dirais, pas très pressant par le fait que l'agriculture n'occupe pas l'essentiel de notre PIB. Mais il est impacté par la grande volatilité. Ça, c'est le volet quantitatif. Mais moi, je voudrais, au-delà du quantitatif, insister sur le qualitatif. Pourquoi? Parce que l'agriculture, au-delà de ces 13%, qui peut ne pas, je dirais, considérer comme une part très importante, mais dans les faits, il est très important. Elle est très importante dans des dimensions très profondes de notre économie et de notre société. Tout d'abord, bien sûr, l'emploi. L'emploi, on connaît un peu qu'il est, en fait, la difficulté qu'a connue le Maroc il y a 2 ans, lorsqu'on a perdu 180 000 emplois en une année à cause de la sécheresse. Et donc, il y a un impact très, très important au niveau de l'emploi. Deuxième volet également très important, c'est en fait le développement équilibré territorial. Aujourd'hui, il se trouve que bien qu'on veuille, je dirais, réduire un peu le poids du secteur agricole au milieu rural, mais peut-être contrairement à d'autres niveaux de développement, nos milieux ruraux restent essentiellement dépendants de l'activité agricole, alors qu'il n'y a rien qui impose à ce que
le rural se limite à l'agriculture. On peut développer d'autres activités. Bon, il y a aujourd'hui un élan pour aller dans ce sens-là, mais ce n'est pas encore très effectif. Et donc, finalement, je dirais, lorsqu'il y a une mauvaise année agricole, ça impacte négativement le milieu rural, qui est une problématique lorsqu'on parle aujourd'hui d'un développement équilibré, social et territorial. Le fait qu'il y ait une mauvaise année agricole, au-delà de l'impact sur la croissance, il a un impact sur l'équilibre de la société, sur l'emploi, sur l'équilibre du développement territorial. Et c'est pour ça que ça reste un sujet de très grande importance. Très grande importance et très grand paradoxe aussi. Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de paradoxes. On va certainement les analyser au fil de cette émission. Professeur Al-Rafi, bien évidemment, vous avez un commentaire sur ces chiffres du HCP, sur cette croissance annoncée par le Haut Commissariat au Plan de 4,6% au premier trimestre, dont cette hausse importante de 18,4% de l'activité agricole et quand même un certain tassement des activités non agricoles. En interrogeant le taux de croissance au Maroc, il faut se demander quel en est le profil. Oui. Le profil de ce taux de croissance. Parlons de profil. La première remarque qui nous choque, c'est que nous sommes devant un contraste. Il y a le rebond agricole, parce que c'est une croissance portée par le rebond agricole. Exact. Et il est contrasté par la résilience des services et de la demande intérieure. intérieure. Tout à fait. Et donc, nous sommes devant une croissance de rattrapage, pas une croissance... C'est un concept en macroéconomie? Oui, on Une l'utilise. Croissance de rattrapage. Rattrapage. Qu'est-ce que c'est? Rattrapage, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une dynamique durable, c'est-à-dire que vous êtes porté par la croissance, vous ne portez pas la croissance vous-même. Et donc, c'est-à-dire que le pouvoir économique, il essaie d'être résilient le plus autant que possible. D'accord? Et donc, disons que c'est une croissance de rattrapage, c'est une croissance qui est moins cyclique. Ou plutôt, elle est cyclique, elle n'est pas moins cyclique. Par rapport au PIB agricole. Oui, au PIB agricole, elle est cyclique. Et donc, elle est cyclique, elle est toujours importatrice. C'est une croissance qui est importatrice. Et donc, ça devient structurel. Depuis toujours, ça, c'est un débat séculier, le taux de croissance au Maroc. Et je pense que nous sommes en train de soulever comme problème, ça a été dit... Il y a 40 ans. Ça a été dit depuis toujours Non, dans les ce rapports. que je veux dire, d'ailleurs, j'allais vous interpeller là-dessus. D'abord, le diagnostic, on le connaît. Et effectivement, ça fait 40 ans que les vous, économistes, vous tirez la sonnette d'alarme sur cette dépendance très dangereuse au climat. Voilà, parce qu'il y a deux phénomènes qui freinent la croissance chez nous et qui la restent. Il n'y a pas uniquement qu'il est tributaire aux aléas climatiques, autrement dit la pluie. Agricole. Il est aussi elle est tributaire d'une économie extravertie, c'est-à-dire des importations. Donc notre économie, elle est extravertie et ça impacte notre crainte de croissance. En gros, on exporte, mais on importe aussi beaucoup. Oui, on a toujours... Aujourd'hui, nous sommes sur moins de 2,3 points au niveau du net extérieur. Et donc, mais ce ne sont pas des phénomènes conjoncturels. Ils sont devenus des problématiques structurelles de notre économique. Alors maintenant, si on s'inscrit dans la logique, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le topo, il est là. Du diagnostic, on le connaît parfaitement. Moi, à mon avis, si on secoue le cocotier sur les phénomènes de dysfonctionnement économique, il y en a pas mal. Mais je peux les résumer en 3 choses qu'il faut résoudre pour qu'on ait une dynamique de croissance inclusive, une croissance équilibrée et homogène. Le premier, c'est la compétitivité, la productivité. Je pense parmi les agrégats les plus importants qui devraient attirer notre attention dans l'analyse, c'est le PTF, productivité totale de facteurs. Oui. C'est-à-dire quoi? Et c'est ça ce qui fait le distinguo entre les États, entre les gouvernements en matière de croissance économique. C'est-à-dire, vous mélangez les facteurs de production, le capital humain, l'infrastructure et le financement, et qu'est-ce que ça va donner? Alors, si vous mélangez ceci ici,
et vous le mélangez ailleurs, les mêmes ingrédients, ils ne donneront pas les mêmes résultats. Parce que chez vous, parfois, il n'y a pas une optimisation du capital humain. Vous pouvez former un ingénieur en statistique, il finira dans une administration qui fait tout sauf la statistique. Vous pouvez financer un projet fiasco. Et vous ne pouvez pas bien gérer ou ne pas avoir une gouvernance sur vos infrastructures. Et donc, cette productivité totale faute factor, c'est un élément important qui donne vie au taux de croissance. Le deuxième élément, au-delà de cette question de productivité, il y a la compétitivité. Et la compétitivité, il faut l'appréhender dans toute sa complexité parce qu'il est systémique. Il dépend de plusieurs facteurs. Bien sûr. Le droit, l'urbanisme, la justice, etc. Le capital humain. Oui, et le capital. C'est pour ça que je dis qu'il est systémique. Comment être compétitif à l'échelon interne. Et le troisième fléau, je pense, qui freine notre croissance, c'est le financement. Qui finance l'économie marocaine? Maintenant, si on voit qui finance l'économie marocaine, c'est une question qui n'est pas facile à lui donner des réponses claires. Normalement, dans la littérature économique classique, c'est le marché qui finance. C'est le marché financier qui finance, c'est le marché bancaire. Et c'est les places financières qui devront financer l'économie. Mais essayons de poser la bonne question. Est-ce que le tissu bancaire aujourd'hui, les établissements, ils financent vraiment l'économie marocaine? Parce qu'en grande partie, ils réservent leur argent pour financer le trésor, pas pour financer l'économie marocaine. Qui est le premier investisseur? Mais en même temps, voilà. En même temps, c'est un cercle vertueux parce que s'il finance le trésor finance les investissements publics qui sont censés après créer aussi des opportunités pour le secteur privé. Je reviens à une question parce que les choses sont... Parce que quand on dit croissance, c'est-à-dire la part que vous réservez en termes de formation brute de capital fixe. Mais aujourd'hui, la part du FBCF, elle revient à qui? Elle revient à l'État parce que c'est le premier investisseur. Et je pense dans ce cas-là, si on veut faire, si on veut réaliser un taux de croissance homogène et qui pourrait avoir un impact concret sur la population, il ne faut pas tabler sur l'investissement public parce que l'investissement ne peut être qu'un support en principe, à l'investissement productif. Et aujourd'hui, on a un vrai problème. Et je pense que ça a été dit par Sa Majesté lorsqu'il a interpellé pour contrebalancer la pyramide de l'investissement et donner plus de marge à l'investissement. Je pense que le véritable challenge, parce que si on le lit, par exemple à l'emploi, vous avez 27 millions qui ont la capacité de travailler, dont 11 qui sont rémunérés, le reste, ils vont travailler où? La fonction publique ou les services publics avec toutes leurs composantes, que ce soit l'administration d'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ne peuvent éponger que 1 million. Et donc, les autres, ils vont travailler où? Ils n'ont que le marché, ils n'ont que la ville. Et l'informel. Et c'est l'investissement privé qui en est responsable. Malheureusement, quand on parle de l'investissement privé chez nous, ce sont parfois des investissements domestiques, des investissements dans le commerce et dans les services, mais on n'a pas encore un vrai taux de croissance industrialisé, c'est-à-dire qui dépend de l'industrie. Donc une croissance c'est là où il y a c'est là où il y a la valeur ajoutée. Mais une croissance sans industrialisation est-elle soutenable? Bon, il est soutenable, mais ça reste éphémère. Bon, on a des exemples dans le monde qui réalisent des taux de croissance à cause des services, mais ils ne vont pas aller trop loin. Mais l'industrie, vous avez l'Inde. Son taux de croissance, oui, mais c'est grâce à la technologie, grâce aux services. Mais grâce au marché qui pèse 1,4 milliard aussi. La taille du marché joue beaucoup en faveur de l'Inde. C'est un autre angle de débat. Oui. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, l'industrie, c'est le responsable de la création de la croissance. Oui, très bien. Alors, mais qui vit vraiment la croissance annoncée? C'est une question peut-être philosophique. Voilà, avant de répondre, qui la vit? Permettez-moi de dire un point de vue, je dirais très normatif, sur la note que vient de communiquer le HCP. C'est qu'en lisant cette note, on remarque que le Maroc
n'a pas bougé dans son modèle de croissance. Ça veut dire nous avons les mêmes problèmes que nous avions en termes de croissance économique depuis probablement 15 ans ou 20 ans. Ça veut dire toujours nous avons ce problème de dépendance par rapport au secteur agricole. Et là, je reviens sur une idée fondamentale ce que vous m'avez rappelé, c'est Hassan Arafi, c'est très important, c'est que remarquez une chose, chaque fois on dit le secteur agricole a contribué lorsqu'il y a de la pluviométrie. Mais on oublie un élément fondamental, la contribution elle est quantitative. Ça veut dire on parle toujours quantité. Nous avons réalisé 80 millions de quintaux. Oui. Jamais on ne parle de productivité du secteur agricole. Maintenant, vous m'avez posé une question fondamentale. Comment le secteur agricole pourra être neutralisé ? Il faut que la croissance du secteur agricole vienne de la productivité et non pas de la quantité, tout simplement. C'est-à-dire, en termes plus concrets. Aujourd'hui, lorsque vous voulez que l'agriculteur marocain travaille, il attend qu'il y a la pluviométrie. La majorité des terrains sont bourrines, comme on le dit en arabe. Et donc, automatiquement, lorsque la pluie tombe, nous avons l'agriculture qui se manifeste sans qu'il y ait ni effet technologique, ni effet de mécanisation, ni industrialisation, ni rien du tout. Ça veut dire que vous avez de la quantité. À grande échelle. Voilà, à grande échelle. Voilà, mais on n'a pas une productivité. Et dans ce secteur en particulier, si vous regardez les rapports qui ont été établis, la productivité elle ne se stabilise pas, elle régresse. Et donc, automatiquement, si on veut neutraliser cette croissance, ça veut dire quoi neutraliser ? Ça veut dire aujourd'hui, permettez-moi, on n'a pas de graphique ici. Si on prend la valeur ajoutée agricole, on va trouver comme si on est en train de voir des battements de cœur. Ça veut dire quoi des battements de cœur ? Ça veut dire que nous avons une volatilité énorme. Ça veut dire que les politiques économiques qui ont été mises en place dans le secteur agricole n'ont pas pu stabiliser la croissance à travers la productivité, ce qu'on appelle la normalisation de la croissance. C'est ça. Et donc là, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, nous allons vivre chaque année le même phénomène. Comment résoudre ce problème ? C'est que c'est effectivement... Mais effectivement, il faut passer... Voilà, réellement... Il faut prendre cela en considération. Tout à fait. Et peut-être lisser... Voilà, lisser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les terres irriguées on doit inverser la donne, ça doit devenir 80%, 20%, ça c'est très important. Deuxièmement, il faut avoir un autre mécanisme de réflexion sur la façon avec laquelle travaille l'agriculteur marocain. On le sait très très bien, il travaille dans des situations parfois qui sont dérisoires et qui ne sont pas aussi industrialisées, donc il faut les améliorer. Oui. Il faut instaurer la classe moyenne dans le monde rural. Il faut avoir des politiques de développement dans le monde rural et qui naissent dans le monde rural pour qu'on puisse stabiliser cette croissance. Attention, personne ne nous dit que la croissance agricole doit venir uniquement de la pluviométrie. Mais nous avons d'autres activités dans le secteur agricole et on peut en user. Et donc, automatiquement, si on n'arrive pas à normaliser, on va rester dans le même fléau d'impact. Deuxième élément fondamental, et ça m'a été aussi interpellé par mon cher ami, c'est l'effet absorption. C'est quoi l'effet absorption ? Permettez-moi de le dire, mais il y a un modèle qui est utilisé par le FMI, même si moi je ne suis pas totalement d'accord avec ces modèles, mais il y a un modèle de Pollack qui parle d'effet d'absorption. C'est quoi ? C'est que le Maroc aujourd'hui, si vous prenez la note, vous allez trouver que ce qu'on produit, il est inférieur à ce qu'on consomme. Tout simplement, c'est ce que dit la note. Ça veut dire, autrement dit, nous voulons investir, nous voulons consommer, mais d'où vient ça ? Que ce soit les inputs de production, que ce soit aussi les inputs de consommation, ça vient de l'extérieur. C'est ce qui explique notre besoin de financement, qui commence à devenir structurel. Et c'est ce qui explique également la défaillance, le déficit, je ne vais pas dire défaillance, mais déficit de la balance commerciale. Et donc cet effet d'absorption qui a largement été débattu dans la littérature, il faut que ça soit résolu. Ça veut dire, je vais le dire tout simplement pour que les Marocains nous comprennent, il faut qu'on arrive à une situation où on consomme et on investit ce qu'on arrive à produire. Ou au minimum trouver un équilibre optimal qui nous permet d'être, je dirais, de ne pas être dans les aléas internationaux. Aujourd'hui, pourquoi à chaque fois que les prix changent à l'international, on est impacté ? Lorsqu'il y a l'énergie, elle change, on est impacté. Une économie ouverte sur le monde. Vous disiez ouverte, moi je dis qu'il y a un effet d'absorption qui est très important. Oui, mais après quoi ? Ce sont les deux termes, ça veut dire la même chose. Hein. Non, ça veut dire... Mais moi, je le dis autrement. Oui, dans la sémantique. Mais effectivement, nous sommes c'est-à-dire là, là, vous questionnez même ce modèle de l'économie nationale, l'ouverture de l'économie nationale. Mais l'ouverture, on s'est ouvert à l'international pour améliorer la compétitivité. Oui, mais comment vous pouvez améliorer la compétitivité si les machines qui sont censées fabriquer ce qu'on doit consommer, qui sont produites ici, où sont produites ces machines ? C'est pour ça que nous avons des politiques économiques qui sont faites par les gouvernements. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour qu'on puisse produire la majorité de ce qu'on utilise en termes d'investissement et qu'on produise des machines qui nous permettent d'avoir des produits qui sont consommables. Aujourd'hui, le déficit, je vais le dire, le déficit de la balance commerciale vient de notre modèle de croissance.
Je Mais m'arrête là. vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Qui Mais j'ai vit répondu. vraiment de la croissance Très bien. annoncée? Bon, la croissance, regardez, ça c'est une autre question par rapport à comment répartir la croissance. Et là, vous revenez un peu à la question de répartition de richesse. Oui. Bon, répartition de richesse, si vous prenez les statistiques en matière d'inégalité ou disparité de revenus, vous allez trouver que 10% de la population s'accapare plus que 70% de la richesse. 30% reste pour la classe qui est inférieure, tout simplement. Donc, qui vit de la croissance? Bon, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'est une croissance qui reste inégalitaire. Oui, donc une minorité, c'est ce que vous dites. J'ai dit statistiquement, c'est 10%. C'est selon les statistiques. Professeur Latif Komat, aussi la même question. Et aussi, où sont les emplois qualifiés créés? On a parlé d'optimisation du capital humain juste avant. En fait, en parlant des emplois qualifiés, je voudrais revenir sur en fait 3 dimensions de la croissance, parce qu'on parle de la croissance et des conditions de manière à profiter de cette croissance. Alors, ce qui est admis, c'est qu'il y a 3 volets très importants pour une croissance pour qu'elle puisse avoir l'impact souhaité. Tout d'abord, il faut qu'il soit intense, une certaine, je dirais, dimension de la croissance. Et au Maroc, on parle de 6% à 7%, qui est un objectif tracé dans le cadre du nouveau modèle de développement. On l'a oublié. On a oublié l'objectif. Alors que ce nouveau modèle de développement, il n'a que 5 ans. Oui, effectivement. On a tendance à l'oublier, que ce soit du côté du gouvernement ou ailleurs. Et on le rappelle de temps en temps sur ce plateau. Je dirais, c'est le moindre problème, c'est cette intensité. Pourquoi? Parce qu'on est en train de grimper. Il faut voir un peu, faire l'étude de l'évolution de croissance de ces 3 dernières années. On évolue de 3,5 à 4, 4,5. On parle maintenant 4,5, 4,6. On parle même dans certains rapports de 5%. Donc, on tend vers peut-être un taux de croissance, je dirais, à moyen terme de 6%. Mais le problème n'est pas là. Le deuxième problème, c'est la durabilité. La durabilité, parce qu'un taux de croissance, il faut qu'il soit élevé, mais il faut qu'il soit durable sur une longue période. Ce n'est pas cette année 6% et l'année d'après 3%. Donc, c'est ce qu'on a vécu à un certain moment. Cette volatilité du taux de croissance et qui ne servait pas la continuité, je dirais, de la croissance au Maroc. Donc, le troisième volet, et c'est le volet sur lequel je voudrais prendre un peu de temps, c'est la qualité de la croissance. Parce qu'au-delà, en fait, du chiffre de la croissance, on peut avoir des taux de croissance de 5-6%, mais qui n'ont pas l'impact souhaité. Lorsqu'on parle de la bonne croissance ou la qualité de la croissance, c'est une croissance qui devrait, tout d'abord, au niveau de son origine, être basée sur des secteurs bien assis, bien équilibrés, complémentaires et dans une dynamique de progrès. Alors, au Maroc, il y a un débat aujourd'hui, notamment au niveau du secteur industriel. Si on prend que le secteur industriel, je peux également évoquer le secteur agricole parce que les amis, on en a parlé. Le secteur industriel, il y a un débat. Est-ce qu'on avance dans un secteur qui nous porte vers les chaînes de valeur mondiale? Et aujourd'hui, on parle de l'automobile, de l'aéronautique, etc., mais qui crée moins d'emplois. Ou bien, est-ce qu'il s'agit de préserver les secteurs classiques industriels au Maroc, notamment le textile, l'agroalimentaire, etc., qui étaient le bassin de la création d'emplois, qui sont en train de perdre en termes d'intensité de création d'emplois. Mais est-ce qu'il s'agit peut-être de les moderniser, de les développer pour qu'ils puissent continuer à jouer le rôle fondamental à ce niveau-là? Moi, je crois que c'est un débat qu'il faut dépasser parce qu'on a besoin des deux. On a besoin que le Maroc s'arrive davantage aux chaînes de valeur et qu'il soit à la page de ce qui se passe au niveau dans le monde en matière de technologie. Et là, on a démontré à travers nos ressources humaines, à travers ce qu'on est en train d'avancer en termes de taux d'intégration, qu'on peut y aller. Mais en même temps, il va falloir préserver et développer les secteurs classiques. Et c'est pour ça que l'origine de la croissance doit se baser sur des secteurs bien structurés. Bien sûr, le cas de l'agriculture a été évoqué. Et ça a été évoqué aussi par le FMI et la Banque mondiale. Dans leur diagnostic, toujours, la croissance reste très, ou trop même, dépendante du climat. Alors, la question, pourquoi j'en parle, la question de la productivité. Vous savez que si on prend les États-Unis qui est
en fait, le pays le plus développé en matière de production agricole. Vous savez quel est le pourcentage de la population active dans le domaine agricole? Ça ne dépasse pas 8%. Nous sommes à 40%. Oui. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas que l'intensité de la création d'emplois, mais c'est la valeur ajoutée et la productivité de cet emploi. Et là, bien évidemment, il y a toute la question de productivité. Bien sûr, il y a la dépendance climatique, mais il y a également les choix des produits agricoles. Vous savez qu'il y avait tout un débat. Est-ce qu'on reste sur des cultures, je dirais, classiques qui sont peu productives ou on va des secteurs agricoles plus intensifs? Il y a la question de la mécanisation, de la technologie. Il y a même les dimensions des territoires agricoles. Est-ce qu'on est sur une agriculture beaucoup plus vivrière ou une agriculture de productivité? Mais maintenant, on manque de main-d'œuvre. Si, comme je vous interromps. Oui. Il y a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans le secteur agricole. Les producteurs, les gros producteurs, que ce soit de tomates, d'oranges, d'olives, ont du mal à trouver la main-d'œuvre. Donc là, on est face à un autre paradoxe. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de paradoxes. On parle d'un chômage élevé et des destructions d'emplois dans le rural, alors que le constat est fait, d'ailleurs par la Comader, par tous les acteurs du secteur, que ce soit dans la région du Souss ou dans la région du Gharb. On parle aussi maintenant de mobilité même de la main-d'œuvre de région en région pour répondre à la demande. La question, pourquoi certains pointent du doigt aussi la politique d'aide directe du gouvernement qui mène ces ouvriers à tout simplement choisir soit l'informel, soit ne pas travailler du tout pour continuer à recevoir l'aide du gouvernement. Mais là, peut-on encore parler, c'est Abdelatif Komat, en prenant en compte cette donnée de manque de main-d'œuvre dans l'agricole, d'améliorer l'employabilité dans le secteur agricole? En fait, l'une n'exclut pas l'autre. Moi, je crois que plutôt la solution à ce problème de disponibilité de main-d'œuvre, c'est de mécaniser, c'est d'introduire des technologies, c'est d'intensifier, c'est d'industrialiser le secteur agricole. Si on le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le nombre de travailleurs qui font la richesse de l'agriculture américaine, mais c'est sa modernisation. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on devrait travailler, mais en même temps valoriser un certain nombre de métiers. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des métiers chez nous qui ne sont pas très valorisés, alors qu'ils devraient, bien sûr, jouer un rôle très, très, très important dans le secteur agricole. Mais ça, c'est le rôle de qui? Est-ce que c'est à l'État d'investir davantage dans la productivité? Alors, bien sûr, Rafi tout à l'heure a évoqué la question de la productivité du travail et il a évoqué la dimension humaine et le capital humain. Vous savez que, en fait, la question de la productivité, de l'investissement au Maroc, elle est posée. Des ratios démontrent que nous sommes à 50% de notre potentiel en matière de productivité par rapport à des pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Donc, il y a un potentiel énorme pour que l'on puisse développer notre croissance en améliorant notre rendement et notre productivité, notamment en passant par la formation, par la reconversion, par l'accompagnement. Donc, la dimension humaine, elle est fondamentale. Et puis, bien sûr, la question de la transition vers un rôle plus accru de l'investissement privé. Aujourd'hui, nous avons les 2/3 d'investissement public. Il est connu mondialement que la dimension du rendement ne se calcule pas de la même manière lorsqu'on est dans le public que lorsqu'on est dans le privé. Autant on va aller vers l'investissement privé qui va jouer un rôle plus important, autant, bien sûr, la productivité et le rendement vont augmenter parce que la notion et la dimension de productivité changent de cap. Et donc, il y a des changements, je dirais, structurels qui sont en train d'être faits. Maintenant, il faut les accélérer. Et surtout, peut-être je conclurai sur ce point, lorsqu'on parle de la croissance, ce que je voudrais dire au-delà du rendement, c'est l'inclusion. L'inclusion. Il faut que la croissance soit plus inclusive, soit plus équitable. Effectivement, comme l'a dit Zakaria, il y a un taux de croissance, mais qui ne profite pas d'une manière égalitaire, mais d'une manière plus ou moins équilibrée et équitable à toute la population, et ce qui ne va pas dans le sens un peu des orientations royales d'aller vers plus d'équilibre et que les Marocains entiers profitent de cet élan de croissance. Oui, c'est pour ça que je posais la question de qui vit de la croissance. Oui, c'est Zakaria. Parce que, voilà, rapidement, c'est Arafi. Parce qu'il ne faut pas que je la laisse passer.
L'idée que, voilà, il ne faut pas, bon, c'est comme ça, Allez-y, je suis comme allez-y, ça. je vous en prie. C'est que le débat ou ce qu'on entend de façon populaire sur le fait qu'il n'y a pas des gens qui trouvent de la main-d'œuvre dans des secteurs, ça, c'est, je l'ai dit, ça, c'est un peu une façon populaire de décrire ce qui se passe dans le marché du travail. Non, ce n'est pas populaire, Voilà, c'est la Comadère. Donc vous Oui, dites oui, que ce oui, que oui. dit la Comadère, c'est Non. populiste ou la populaire ou la... Je explique mes propos. Premièrement, il faut voir un peu les conditions dans lesquelles on travaille dans le marché, dans le secteur agricole. Il faut améliorer les C'est conditions. un secteur bien sûr. où on travaille de façon saisonnière. Oui. Deuxièmement, la couverture, elle est très rare. Très. Ça veut dire les gens n'ont pas de couverture sociale. Oui. Ils n'ont pas de couverture médicale. Parfois, ils trouvent des problèmes d'accessibilité aux services publics. Et donc, automatiquement, il ne faut pas qu'on fasse passer l'idée que nous avons toutes les conditions qui sont établies et les gens ne veulent pas travailler. Ça, Non, un ils peu- vont dans ce Voilà. sens. C'est-à-dire que la réflexion, elle est vers ce sens. L'idée. Il faut améliorer, il faut L'idée. aussi Voilà. mettre en place les conditions pour la mobilité de la Très main-d'œuvre. Parce que si vous dites que c'est saisonnier, ce qui est produit au mois de mars à Sfro n'est C'est tout à fait. Il y a aussi la production. Il faut Mais prendre, effectivement, c'est ce que améliorer j'ai les dit. conditions. Il faut prendre région par région. Par exemple, si vous prenez la région de Zahel, c'est une région qui travaille ou qui fait un peu la production du blé À dans sa partir du mois de totalité. juin. Oui, oui. Et donc, automatiquement, le travail, heure travaillée, si on fait le calcul, Oui. ça ne dépasse pas 2 à 3 mois. Oui, oui. Et donc là, automatiquement, il y a des modes de production qui ne permettent que d'avoir un travail saisonnier. Et donc, automatiquement, les travailleurs, ils ne vont pas travailler pendant 2-3 mois et après, ils vont se mettre à table. Il faut mettre Et en donc, place la mobilité. Donc, l'idée, c'est Oui. quoi? C'est soit mettre la mobilité, soit trouver un autre modèle de croissance agricole. Pourquoi nous sommes restés dans ce modèle qui se base uniquement sur la pluviométrie? Il faut réfléchir, et je pense, ça a été dit à plusieurs reprises et rappelé par Sa Majesté le Roi, c'est qu'il faut avoir un modèle de développement rural. Et c'est ça le plus important. Classe moyenne rurale. Voilà, Même elle a évoqué le voilà le souverain il y a modèle de 5 développement ans déjà. rural. Voilà. Exact. Mais dire simplement que les gens ne trouvent pas, ça veut dire qu'il y a du travail. Non, il faut rentrer en détail. Et attention, il faut un élément fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas ouvert le débat sur le marché du travail. Et c'est un marché sur lequel doit porter toute une réflexion sur la façon avec laquelle on regarde les contrats dans le marché du travail. Ouais, il faut Pardon, passer c'est par la le cadre législatif. Tout à Et fait. on attend encore ce code du travail. Tout Le à fait. gouvernement avait promis de mettre en place un nouveau code du Et donc, vous travail. m'avez compris. Très bien. Non, je n'ai pas compris. Je rappelle à nos téléspectateurs Voilà, c'est des ça. faits. Je suis là pour ça. Mais effectivement, vous le dites, il faut d'abord que le cadre soit mis en place par le législateur. Chose qui n'a pas été faite pendant ce mandat, encore moins aussi le dossier des retraites qui est toujours en suspens. Professeur Rafi, il y a un autre chapitre, il nous reste peu de temps pour le traiter, mais il nous faut quand même le traiter, parce que puisqu'on parle de finances, qui finance l'économie et qui finance l'État, il y a quand même la fiscalité. Et on a quand même ce montant record de 293 milliards de dirhams, ou 274 milliards de dirhams. Et on parle de ce montant record, il nous faut aussi nous interpeller, ou vous interpeller, qui profite vraiment des recettes fiscales records. Bon, j'allais rebondir Bien à évidemment, la question allez-y. de la liaison entre la croissance et l'emploi d'abord. Oui, parce oui, que oui. Je pense que tous les économistes s'accordent sur une idée selon laquelle le vrai test de tout modèle de croissance est bien entendu sa capacité de créer d'emplois de qualité. Oui. Quand on dit emploi de qualité, signifie quoi? Un emploi suffisamment rémunéré, un emploi qui donne une stabilité sociale à l'employeur, oui, c'est la deux, et un emploi qui est productif. Parce que vous pouvez réaliser la stabilité, la durabilité, mais on n'a pas un emploi productif. Ça, c'est un problème structurel dans notre économie. Parce qu'il y a des contrastes, vous l'avez souligné dans vos propos. Même si on a, imaginons qu'on a 9% de notre croissance, mais à côté, vous avez un taux de chômage parmi les jeunes qui dépasse les 29%. À quoi sert ce taux de croissance? Et donc, pour fermer cette parenthèse, je pense cette corrélation entre le taux de croissance et l'employabilité, Et le chômage, le chômage, on parle de chômage, n'est pas suffisamment maîtrisé chez nous. Il y a... ça bloque où? Bon, ça vient parce que notre modèle économique doit être réfléchi autrement. Vous pouvez avoir un taux de croissance, vous le réalisez, mais il n'est pas inclusif, comme l'avait souligné
notre ami M. le doyen, donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un taux de croissance. À un CIGE, on prend un taux de croissance qui sert une population, pas une autre, qui n'est pas suffisamment territorialisée à travers l'activité. Il dépend parfois des formations brutes de capital et fixe qui n'ont pas un impact sur la population. L'achat de l'armement. Quand vous achetez de l'armement, ça rentre dans la formation brute de capital fixe, mais peut-être n'aura pas un impact direct sur la population, etc. Je reviens à votre... C'est uniquement pour fermer la parenthèse de cette question, mais ça mérite un débat à part. Cette question de marché d'emploi. L'emploi, bien sûr. Bien sûr. C'est uniquement, je voulais partager certaines idées avec mes collègues. Alors, en ce qui concerne les recettes fiscales, il faut expliquer cette augmentation parce que parfois les chiffres ne retracent pas la réalité, ne retracent pas la compréhension qu'on devrait avoir derrière les chiffres. Bon, quand on a une augmentation dans les recettes, d'où vient ? Il faut se poser d'où vient. Est-ce que de l'effort fiscal ou du potentiel fiscal ? En gros, est-ce qu'on taxe mieux, on taxe plus ou davantage ? Vous savez que le problème, parce que quand on dit l'effort fiscal, c'est-à-dire que vous avez fait un effort dans la recouvrabilité des créances. Exact. Et je pense au niveau de l'administration fiscale, ils ont fait beaucoup d'efforts afin de pousser les contribuables à payer leurs impôts et d'éponger ce qu'on appelle le reste à recouvrer. Le potentiel fiscal, c'est ça ce qui nous intéresse le plus en tant qu'analyste. Le potentiel fiscal, est-ce que, comme le disait Gaston Jess, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. C'est-à-dire, est-ce que cette augmentation provient parce qu'on a surtaxé ou parce qu'on a réaménagé l'assiette fiscale. C'est-à-dire, on a cherché des niches fiscales et on commençait à... Je pense que cette augmentation, à mon avis, elle est expliquée par un phénomène qui est lié à l'inflation. Parce que notre fiscalité, majoritairement, c'est une fiscalité de consommation. La TVA. Et donc, quand les prix augmentent, la part de l'État augmente aussi. Et donc, que ce soit la TVA sur importation ou la TVA intérieure, ou les axes, qu'on appelle les taxes intérieures de consommation, sans parler des taxes parafiscales qui ont, dans leur globalité, une allure d'impôt de consommation. Donc, ce qui pourrait expliquer l'augmentation, c'est ça, parce que l'État, il gagne de l'argent. Ce qu'il va gagner sur un produit qui était toujours vendu à 100 dirhams, alors il devient à 120 dirhams, il va gagner plus. Et donc, les recettes fiscales augmentent. Il y a un autre élément aussi au niveau de la recouvrabilité, on peut l'expliquer, même il est un peu techniquement complexe, mais c'est que le système de gestion des recettes fiscales, il suit ce qu'on appelle un système d'exercice, un système de gestion, pas d'exercice. Il se peut que l'impôt qu'on a recouvré cette année, mais son rôle, c'est-à-dire le registre fiscal, ou son ordre de recettes a été établi, ça fait plus que 3 ans ou 4 ans. Et donc, on ne lit pas les recettes fiscales à l'année de leur émission. Ce n'est pas forcément ce qu'on a recouvré, par exemple, ne sont pas cycliques et ce n'est pas annuel. C'est-à-dire ce que nous avons pu recouvrer, ce n'est pas des recettes fiscales à titre prévisionnel ont été programmées dans la loi de finances 2025. Ou 2000. Peut-être ont été programmées dans les lois de finances 2024. Précédent. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fait un grand effort au niveau de l'aménagement de la matière imposable. C'est ça l'effort qui est attendu par la réforme fiscale introduite par la loi et qui a essayé de mettre en œuvre les recommandations des assises fiscales. Mais les recettes fiscales qu'on réalise aujourd'hui, à mon avis, ils proviennent de ces deux éléments, pas de l'aménagement de la matière, mais l'effort qui est attendu, parce que la fiscalité chez nous, la fiscalité, il a un rôle, c'est pas uniquement un rôle de engranger de l'argent pour le trésor, ça c'est un rôle classique, mais il est procyclique, c'est-à-dire qu'il peut, comme un pays comme le nôtre, dont les recettes fiscales il dépasse 90% des produits ou des recettes publiques, ben, il peut influencer le cycle économique. Aujourd'hui, on n'a pas encore des études très approfondies ou même des recherches
sur la liaison entre les structures économiques et sociales et les structures fiscales au Maroc. Parce que la fiscalité qu'on exerce, c'est une fiscalité qui est mimi. C'est une fiscalité qui a été recommandée par les institutions de Bretton Woods à l'occasion de programmes d'ajustement structurel. Mais aujourd'hui, je pense que les prochaines assises fiscales, si ils vont avoir lieu, je pense qu'ils devraient mettre l'accent sur la capacité du gouvernement à réaménager la matière imposable. C'est ce que dit le FMI. Vous avez parlé des institutions de Bretton Woods. La fiscalité est plus performante que transformative. Et voilà. Il y a un autre élément que le Fonds monétaire insiste là-dessus, et je pense dans le discours de Mme Lagarde, quand il était patron de FMI, il l'avait dit clairement dans son discours adressé aux participants aux 6 assises, c'est l'effet redistributif de l'impôt. Ça, c'est le plus important. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils profitent vraiment des recettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, quand l'impôt, comme on dit, l'impôt, on n'a pas de contrepartie directe. Donc, il y a la cagnotte fiscale et à travers les politiques publiques, on décide qui va profiter de ce produit-là. Et donc, ce qu'on appelle la rivalité des programmes devant l'impôt. La rivalité des programmes devant l'impôt. Et donc, tous les secteurs de l'État, le département et le ministère, ils se considèrent les plus stratégiques parmi les autres. Vous demandez à n'importe quel département, il va dire c'est mon département, et donc, là, le gouvernement a besoin d'un leadership. Quand je dis de la part, ce n'est pas forcément une personne, mais un leadership qui va guider les politiques publiques afin de créer cet équilibre, l'équilibre souhaité, cet équilibre social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un déphasage entre les structures fiscales et les structures économiques et sociales. La valeur ajoutée, vous savez que la valeur ajoutée, c'est un impôt qui est intrinsèque au pays industriel. Ce n'est pas un impôt qui était créé pour les États qui travaillent dans le commerce ou qui prennent pour les services. C'est un impôt qui est adapté aux pays industrialisés, là où il y a la création de la valeur, d'où le mot taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut chercher des niches fiscales. Il faut revoir la politique des dépenses fiscales, c'est-à-dire l'exonération fiscale ne doit pas se transformer en cadeau fiscal ou une perte d'impôt. Il faut qu'il soit bien réfléchi. Et je pense, pour votre information, on va discuter ce sujet-là dans un séminaire qui va avoir lieu le vendredi et le samedi prochain à Taja, l'Association marocaine des finances publiques. On va regarder la citoyenneté fiscale. On va essayer de répondre à une grande partie des questions que vous avez soulevées. Très bien. Alors, il faut peut-être faire le déplacement et je pense que ça vaut le déplacement. Il y aura tous les professeurs des finances publiques là-bas. On va débattre. On a réservé cette année, le colloque à la thématique de la citoyenneté fiscale. Ça veut dire quoi, citoyenneté fiscale? C'est-à-dire l'incivisme fiscal, autrement dit. On l'a dit d'une manière positive. Voilà, oui. Un mot de la fin, messieurs. Un mot de la fin, Zakaria Ferrari. Devant l'incivisme fiscal, parce qu'il y a un phénomène d'incivisme fiscal. Oh, non, mais oui. Mais quand on dit incivisme fiscal, ça ne veut pas dire que c'est-à-dire que ça touche tout le monde, hein, cet incivisme. Oui, et personne physique, personne morale, citoyen, l'État, etc. Et donc, ça serait l'occasion de débattre d'une manière scientifique et structurée pas mal de questions se rapportant à votre interrogation. Zakaria Ferrari. Je dirais que moi, c'est une proposition que j'ai l'occasion de faire ici, dans ce plateau, et je pense que je l'ai dit une ou deux fois auparavant. C'est qu'il faut que le HCP et toute la statistique macroéconomique sortent de cette répartition PIB agricole, PIB non agricole. Je ne suis plus d'accord avec cette répartition. Il faut qu'on adopte la répartition qui est reconnue dans les pays développés et dans les pays qui ont d'ores et déjà des secteurs qui étaient dominants, comme les pays pétroliers. Moi, je propose aujourd'hui qu'il faut aller, dès aujourd'hui, aller vers un PIB secteur privé, un PIB secteur public, et si on veut, garder le secteur agricole. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours qu'on veut avoir une idée, on veut lancer, relancer, booster le secteur privé,
mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la contribution du secteur privé dans le PIB. Personne ne le connaît. Et donc là, aujourd'hui, si on veut vraiment booster ce secteur, au minimum, il faut avoir un indicateur. Excellent. Abdelatif Komat. Et ça sort des sentiers battus, ce que vous dites. Effectivement, en fait, je suis d'accord avec les amis. En fait, c'est une tendance plutôt, je dirais, plus qualitative que quantitative. C'est vrai que là, on se réjouit parce qu'à chaque fois qu'on a ces indicateurs, que ce soit en fait, de la Banque mondiale, du FMI, mais également ACP, Banque El Maghreb, sur le plan des équilibres macroéconomiques, des indicateurs, je dirais, d'équilibre financier, les chiffres, ils sont rassurants par rapport au comportement du Maroc sur un plan interne, mais également vis-à-vis des organisations internationales. Mais en fait, la réflexion, la profondeur, ce sont justement ces grands sujets de la nature, de la source de la croissance elle-même et de la qualité de cette croissance, et puis cet équilibre sectoriel, et puis cette dimension inclusive. Et je crois que nous sommes interpellés, en fait, en qualité d'universitaire. Donc, Arlaf a évoqué un peu ce colloque, mais je dirais que les universitaires ont ce devoir d'être une partie prenante au niveau de ces réflexions de fond, parce que c'est à ce niveau-là que le Maroc a besoin, peut-être, je dirais, de pistes de progrès qui pourraient venir d'analystes qui sont justement, qui pourraient donner un avis bien construit. Très bien, merci beaucoup, professeur Komat. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci la Khadija, merci chers collègues et amis. Merci à vous également, Merci professeur Arafi et Si Firanou. Merci à vous également, très cher professeur. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.